et bienvenue dans ce nouveau Culture Mag, le rendez-vous consacré au spectacle et au lifestyle. Aujourd'hui, nous recevons Gérard Garouste, peintre, fou, malade. Il raconte dans un livre ses crises, ses excès. Il raconte aussi son père, antisémite, et sa rencontre avec l'étude et les textes. Gérard Garouste est l'invité fil rouge du Culture Mag. Merci de votre fidélité à i24 News. On va vous écouter, Gérard Garouste, dans quelques instants, mais je vous propose d'abord de commencer avec les news. Alors, viendra-t-elle pas en Israël? Miley Cyrus aurait annoncé sa venue à Tel Aviv et la presse locale s'est emballée. Miley Cyrus veut-elle se rattraper? Au début du mois, la jeune provocatrice s'était empêtrée dans une déclaration qui n'a pas été très bien comprise. Elle pointait, je cite, « l'absence de goût des vieux juifs de 70 ans qui prennent des décisions artistiques dans les bureaux du show business sans rien connaître de ce qui fait bouger les jeunes ». Miley Cyrus, toujours au top de son buzz, vient de gagner le MTV Europe Award en Hollande pour son sulfuroclip en fumant une cigarette roulée Made in Amsterdam. C'est le casting du siècle. À Bristol, en Angleterre, une société de production a lancé une audition géante pour un film qui s'est révélé être l'épisode 7 du prochain Star Wars. De résultat, plus d'1 millier de candidats se sont présentés. Le casting continue à Chicago. Star Wars 7 sortirait en décembre 2015. Et puis, on s'y attendait, le livre de Malala Yousafzai est interdit dans les écoles privées pakistanaises. Dans cet ouvrage, Moi, Malala, la jeune fille raconte sa vie, l'agression des talibans dont elle a été victime et puis son combat pour l'éducation des jeunes filles. Ce livre va à l'encontre du pays et des valeurs islamiques, a déclaré le responsable de la Fédération des écoles privées du Pakistan. La planète s'emballe, Gérard Garouste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau. Vous l'avez écrit, peintre, fou. Dans un livre Confession, vous racontez votre histoire. C'est très prenant, ce livre. Ça s'appelle L'Intranquille. Vous l'avez écrit avec Judith Pérignon. Vous dites notamment qu'on ne peut pas peindre en étant fou. Oui, j'ai fait exprès de prendre un terme un peu provoquant, fou, parce que maintenant on dirait plutôt bouffée délirante, maniaco-dépressif, etc. Mais c'est simplement pour insister sur le fait, vous savez, qu'il y a une conception bourgeoise qui consiste à dire un peintre génial doit être nécessairement fou. Or, c'est pas vrai. Je pense qu'un artiste comme Van Gogh, s'il avait eu les médicaments qui existent aujourd'hui, la psychiatrie moderne, je pense que l'œuvre de Van Gogh aurait été 2 fois plus importante et beaucoup plus passionnante encore. Bien sûr. Ouais. On pense aussi à Artaud. Bien sûr. Et à Augustine. Bien sûr. Non, donc, quand on est malade, c'est un cauchemar et on fait rien dans ces moments-là. Par contre, c'est vrai que ça peut créer après des souvenirs très forts et peut-être une forme d'imaginaire pour la suite, mais c'est vraiment pas des choses à souhaiter à un artiste que de passer par des crises de délire. Des crises de délire qui sont incroyables. Alors justement, dans votre livre, comment avez-vous fait pour classer ces crises de démence dont vous êtes victime? Vous partez comme un fou, vous disparaissez, vous êtes exalté, défiltré, on dirait. Comment avez-vous fait pour les classer et les mettre en ordre pour votre livre? Vous savez, d'abord, ces crises, par définition, elles sont totalement incontrôlées, incontrôlables. Et puis, soit c'était la police, ou soit c'était directement les infirmiers des hôpitaux qui venaient me chercher. Et puis après, bon, vous savez, c'est le contraire d'être... de l'alcool, par exemple, où on oublie tout quand on a pris quand on est ivre mort. Là, au contraire, tout ce que j'ai vécu, ce sont des délires, d'abord des délires mystiques. Il y a différentes formes de mystique, beaucoup de mysticisme, et au contraire, ces souvenirs sont très très pointu, donc au contraire je me souviens de beaucoup de choses. Et puis le temps passant, le jour où l'éditrice Sophie de Sivry m'a proposé d'écrire ce livre avec Judith Pérignon, c'était très facile de relater tous ces souvenirs. Mais moi je lui ai raconté ça dans un mélange comme ça, en mélangeant tous mes souvenirs, et c'est Judith Pérignon qui a remis bon ordre. C'est pas moi. 10 ans de dépression, d'asile, de médicaments, c'est pas rien. Pourtant, vous avez peint, vous l'écrivez, 600 tableaux. Vous avez fait le plafond de l'Élysée pour Mitterrand. Vous avez travaillé avec Jean-Michel Ribes, que vous avez rencontré, ainsi que Patrick Modiano, dans votre pensionnat.
Qu'est-ce qui représente cet état de folie? Quelles sont les œuvres qui incarnent pour vous le mieux cette période dans laquelle vous avez Il y a vraiment des œuvres très précises. Par exemple, un jour, j'avais rendez-vous précisément avec une journaliste et je n'ai jamais été la chercher parce que mon atelier était à la campagne. Et puis ma route est partie sur la route de Chartres, la cathédrale de Chartres. Évidemment, quand on est dans la cathédrale, ça porte là encore un mysticisme mais aussi à des délires. Et vous savez, il y avait une chapelle avec une Vierge noire. C'était un jour où il y avait un mariage. Alors là, oui, ça fait un tableau et ce tableau représente en effet ce rapport entre une Vierge blanche, une Vierge noire, le labyrinthe. Dans cette cathédrale, il y a un labyrinthe qui est très étrange parce que c'est un labyrinthe où on ne se perd pas. Et voilà, donc ça fait un très beau sujet. On a vu aussi un tableau à l'image, un bras qui sort avec Jean-Michel Ribes. Oui. C'est quoi? Ça, c'est plutôt le style de mes tableaux. Jean-Michel Ribes, metteur en scène. Voilà, c'est ça. Et puis là, c'était autour j'ai fait toute une exposition sur le Faust de Goethe. Et là, j'ai voulu représenter ce pacte entre Faust et Méphistophélès. Et mon ami Jean-Michel Ribes est dans le rôle de Méphistophélès. Et moi, je suis amené à signer ce pacte avec le diable, mais c'est comme si je vomissais ma main pour signer. Enfin, ça, c'est une petite question. Est-ce que c'est l'incompréhension, la violence que vous avez subie qui vous a poussé à monter La Source, qui est un institut qui aide les jeunes défavorisés? Ce qui m'a poussé à monter La Source, c'est que quand j'étais jeune, enfin petit, en Bourgogne, on me mettait loin de mon père qui était très violent. Et donc je me retrouvais chez un oncle et une tante dans un tout petit village de Bourgogne. Et dans ce petit village, il y avait plus d'enfants de l'assistance publique que d'enfants de famille. Et j'avais des souvenirs terribles de ces enfants, mais j'étais trop petit pour faire quoi que ce soit. Quand une fois adulte, en Normandie, j'ai retrouvé les mêmes cas de figure et qu'on est venu me chercher en me disant « Écoutez, vous ne pouvez pas, à côté de chez vous, laisser une famille comme ça », là, il était temps d'intervenir. Et ce souvenir d'enfance avec ces enfants que j'avais connus, il était évident qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je n'avais pas à hésiter. Ou alors il aurait fallu que je ferme les yeux et que je me dise, bon, je suis dans mon atelier. C'est votre façon à vous de rendre, d'une certaine façon. Oui, c'est-à-dire, c'est insupportable de ces souvenirs d'enfance. Et là, tout d'un coup, retrouvant exactement les mêmes cas de figure, les mêmes regards des enfants, vous savez, qui ont un regard éteint comme ça, parce que ce sont des enfants qui viennent d'un milieu très, très difficile, et bien là, j'avais l'âge de faire quelque chose. On va en reparler. Le peintre Gérard Garouste est notre invité spécial. Nous allons aborder avec vous votre conversion au judaïsme, l'antisémitisme de votre père, mais je vous propose d'abord les highlights. Ce sont les expositions dont il faut avoir entendu parler, à défaut de les avoir vues. À Cubaia, au Brésil, les Jeux internationaux des peuples indigènes se sont ouverts. 48 ethnies brésiliennes se rassemblent aux côtés de groupes ethniques venant de 16 pays différents. Les disciplines au programme, tir à l'arc, lancer de harpon et navigation en canoë. Les Jeux se poursuivent jusqu'au 16 novembre. Le musée du National Geographic de Washington rend hommage à 11 femmes photojournalistes récompensées pour leur travail. Women of Vision présente des clichés documentant diverses problématiques sociales et expériences humaines. Des photojournalistes ayant toutes collaboré pour le National Geographic. Ces photographies à couper le souffle sont exposées jusqu'au 9 mars. Philippe Parreno à l'assaut du Palais de Tokyo. Cet artiste offre aux visiteurs des compositions dramatiques faites d'objets, de musique et de lumière. En nous guidant au travers de son œuvre, il tente de changer notre perception de l'espace. Son exposition Anywhere, Anywhere, Out of the World reste ouverte jusqu'au 12 janvier. Toute petite réaction, Gérard Garouste, vous allez voir les expos, vos confrères Un minimum, là il y avait la FIAC à Paris, j'y suis pas allé parce qu'il y a trop d'œuvres. Vous savez, trop d'œuvres, c'est une belle formule. Oui, vous savez, l'art contemporain est devenu trop systématique dans un jeu de mondialisation et on n'est plus à l'époque où ça se passait dans des cafés, dans des toutes petites communautés. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Alors, un pays que vous connaissez un peu mieux, c'est Israël. Vous êtes venu parler au collège académique de Natania, donc de ce livre, L'Intranquille, et de votre père.
de votre passé. Votre père, c'était quoi? Un antisémite normal, un salopard de première, il était marchand de meubles, il a manifestement spolié des juifs? Je dirais que c'était avant tout un antisémite ordinaire. Petit, vous savez, il n'a jamais écrit de livre comme ça, terrible. Mais dans ma toute petite enfance, il faisait passer des petites pointes d'antisémitisme, tout petit comme ça, à mon niveau. Et ce qui est très curieux... Un juif, c'est pas un boulanger, parce que le juif ne se lève pas le matin. Oui, un juif, tu verras jamais un juif travailler toute la nuit. Et je me donne encore aujourd'hui de savoir que si petit, je me souvenais de ces conversations avec mon père devant la boulangerie. Je crois qu'en fait, dans ma tête, je devais me dire, mais c'est pas si mal que ça d'être juif, parce que autant dormir bien la nuit que Mais il y avait d'autres choses comme ça, des petites piques comme ça. Et voilà comment on forme comme ça dans un antisémitisme qui est basé sur la jalousie, le mépris, et puis l'admiration. On a l'impression que votre père, vous savez, c'est l'antisémite de base, qui admire, qui a peur. Oui. Il y a vraiment l'idée, tu mets un juif et un non-juif sur une île déserte, tu viens un an après, c'est le non-juif qui est au service du juif. Il me l'a vraiment dit quand je lui ai présenté quand je lui ai parlé d'un ami en pension, je dis, il s'appelle Sharon. Il m'a dit, Sharon Sharanovitch, c'est un juif. Mais alors, vous débarquez avec votre amoureuse, Elisabeth Garouste, qui partage depuis vraiment très jeune votre vie, qui est à vos côtés, qui a traversé avec vous ces moments terribles dont vous parlez dans votre livre, la dépression, les crises. Donc, vous ramenez une juive à la maison, et puis plus tard, vous rencontrez une autre figure juive, Léo Castelli. C'est quoi? C'est pour embêter votre papa? Non, je crois que justement, mon éducation pose question. C'est-à-dire, devant cette éducation antisémite, vous savez, il y a deux réactions. Soit on prend le costume de la famille et on ne se pose pas de questions, on se dit, bah oui, voilà, c'est comme ça, les juifs sont comme ça. Ou alors, mais si on commence à se poser des questions, alors on rentre dans une vraie intrigue policière et tout d'un coup, on découvre des injustices, des choses inadmissibles. Et je crois que, moi, bien sûr, j'ai aimé Elisabeth pour la jeune fille qu'elle était, mais en effet, je crois que c'est pas un hasard si elle est juive, mais ça n'a pas été de l'ordre du raisonnement, c'est inconsciemment. Elle répondait à toutes les questions que je me posais inconsciemment. Et d'ailleurs, en rentrant dans sa famille, j'ai découvert un état d'esprit, une famille qui n'était pas religieuse d'ailleurs. Oui, c'était Ashkénaze, la nuit qu'on traversait la guerre, très politiquement à gauche et pas du tout religieuse. Mais il y avait un état d'esprit qui n'appartenait pas à une bonne famille française, petite bourgeoisie, etc., et qui était un vrai sentiment de découverte. Est-ce que c'est pour elle, est-ce que c'est pour vous que vous êtes converti au judaïsme et que vous êtes fait circoncire? J'ai appris ça il y a 2 ans. C'est difficile de résumer 67 ans d'une vie parce que les choses se sont faites petit à petit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'avais déjà demandé à un rabbin, parce que j'ai suivi des conférences passionné par le judaïsme petit à petit. J'ai fait des cours, je suis toujours d'ailleurs des cours d'hébreu biblique. Et à un moment donné, j'avais dit... Des cours de Talmud aussi. Oui, mais enfin léger dans le Talmud, mais en tous les cas des cours bibliques sur le Tanakh. Et j'avais même à une époque demandé à un rabbin, puisque la Torah commence par Bereshit et se finit par Israël, est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer à être israélite? Il m'avait dit, écoute, tu es marié depuis 20 ans, 30 ans, tes enfants sont adultes, ce que tu es, tu l'es pour toi. Donc je croyais avoir résolu cette question. Mais quand mon fils m'a dit... tu sais, je voudrais faire circoncire mon fils. Est-ce que tu connais un rabbin? Je lui ai présenté Delphine Hortwiller, mais je me suis dit, mais c'est quand même pas possible que mon petit-fils soit le seul juif de la famille. Donc, c'est là où j'ai pris la décision de me convertir au judaïsme. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que mon nom est Abraham maintenant, mon nom juif, parce que dans la Torah, la paracha Lech Lecha, je la trouve correspond tout à fait à ma vie, c'est-à-dire avance et je te précéderai, et mon petit-fils est devant moi, ce qui est assez amusant. C'est grâce à mon petit-fils que je me suis converti. Que vous êtes devenu juif, parce qu'on n'est pas juif seul, comme vous le savez, on est juif avec les autres, donc c'est votre façon à vous de transmettre finalement, et c'est peut-être eux qui vous ont fait juif, c'est ça?
Oui, c'est mon petit-fils qui m'a fait vraiment juif, c'est-à-dire passer tout d'un coup à la conversion vraiment. Mais comme le disait Daniel Fari, ce rabbin dont je suivais les cours, me disait, mais tu n'as pas besoin de te convertir, ce que tu es, tu voilà. vis pour toi. On va terminer cette émission avec une dernière question. Dans votre livre, L'Intranquille, tout début, vous parlez d'un sous-main en cuir que votre père aurait piqué, c'est ça, à une famille juive. Vous dites, il faudrait que je le rende. J'ai pas bien compris. Vous l'avez rendu ou vous oui, pas enfin, quand je lui dis, mais tu te rends compte ce que tu... Parce qu'il m'a dit, puisque j'étais content qu'il me donne cet objet, parce que je le trouvais très beau. Et puis il me dit, tiens, tu sais comment j'ai eu cet objet? Je lui dis, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Il me dit, bah brûle-le, si c'est comme ça, si tu n'en veux pas, t'es qu'à le brûler. Je lui dis, non, je le mets sur mon bureau, et c'est comme si j'attendais. Mais je ne voulais pas le jeter. Et là, avec la publication du livre... Vous avez pu le rendre. Là, oui, la famille a retrouvé son livre. Très bien. Merci beaucoup, Gérard Garouste. Merci d'avoir été notre invité. Merci de votre fidélité. L'info continue sur i24 News. Cette émission est visible à partir de demain en VOD.